Amis de Afrique Chrono, bonjour. Nous sommes avec le ministre Alassane Tigri. Nous savons que pour les 59 ans d'indépendance de notre pays, nous avons le devoir de vous renseigner, de vous montrer, de vous parler de certaines choses. Comment ça se passait, comment est-ce que ça se vivait, la politique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps jusqu'à présent. C'est pour ça que nous nous sommes approchés de quelqu'un qui pratiquement a vécu dès le début cette période, qui connaissait déjà ce qui se passait depuis cette période et qui a vécu ça. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour cher ami. Ok. Dites-nous, au moment de l'indépendance, au moment où le Bénin prenait son indépendance, est-ce que vous étiez déjà dans la politique? D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir pensé à moi pour cette émission. Et je voudrais saluer avec beaucoup de respect et d'amour le peuple béninois qui, depuis le 1er août 1960 jusqu'à nos jours, est le principal acteur des événements qui se sont succédés dans notre pays, qu'il a vécu avec plus ou moins de bonheur. Je pense que, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même évoquer rapidement que les conditions dans lesquelles le Bénin, alors Dahomey, a accédé à l'indépendance, ainsi que d'ailleurs la plupart des pays africains, et notamment ceux de l'espace francophone. Il faut dire que, à mon avis, deux choses ont marqué cette période. La première chose, c'est que les patriotes africains, les hommes politiques africains qui s'étaient mobilisés au sein du Rassemblement démocratique africain avaient espéré que l'Afrique accéderait à l'indépendance, tout au moins dans l'espace francophone uni. Parce que, qu'ils vous souviennent, qu'en ce temps, les pays africains étaient regroupés dans ce que l'on appelait l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui était sous la gouvernance de la France. Donc, beaucoup de patriotes et d'hommes politiques espéraient que cet ensemble-là accéderait à l'indépendance unie, en bloc. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, puisque la division s'est emparée de bon nombre d'acteurs politiques et s'est en rang dispersé, émietté, balkanisé, que nous avons accédé à l'indépendance. Le Dahomey d'un côté, la Côte d'Ivoire de l'autre, le Sénégal, le Mali, etc. Alors que, sous la roulette du colon, on constituait l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc il y a cet élément-là de division, d'atomisation des États qu'il faut signaler. Et le deuxième élément qu'il faut signaler, c'est que les mouvements populaires qui ont conduit à l'indépendance dans les autres
espaces francophones n'ont pas été suffisamment forts pour justement maintenir, d'une part, cette cohésion et maintenir, faire en sorte que nos États aient été véritablement au rendez-vous de l'indépendance. Mais qu'est-ce qui pouvait être à la base de ça? Pourquoi il n'y avait pas cette cohésion? Cette force de cohésion, et pourquoi est-ce que ça n'a pas pu être maintenu? Je pense qu'il y avait deux raisons. Et il y avait les ambitions individuelles de nos responsables politiques d'alors, mais il y avait également la politique du colonisateur qui voyait la force que pouvaient représenter tous ces États-là s'ils continuaient de constituer un bloc avec une même vision politique et une indépendance réelle. Donc, l'un dans l'autre a fait que ces indépendances-là, notre génération l'appelait indépendance nominale. C'est-à-dire, c'était une indépendance en réalité dans la dépendance. À telle enseigne que, à l'époque, il n'y avait eu que la Guinée qui a dit non à cette indépendance nominale. Et le général de Gaulle, en ce temps-là, avait dit, mais vous voulez l'indépendance, prenez-la avec toutes ses conséquences. Et nous avons vu tout ce qui s'en est suivi. Au moment où la Guinée disait non, disait oui plutôt à l'indépendance, les autres colonies étaient plutôt dans l'acceptation d'appartenir à un ensemble toujours sous la houlette du colon. Donc c'est par la suite que le colon lui-même a estimé que c'était plus bénéfique pour lui d'octroyer les indépendances. Donc nos pays sont allés à l'indépendance, à la queue leu, je peux dire, mais une indépendance qui était en réalité dans la dépendance. Donc, c'est un peu comme une parodie d'indépendance, c'est donner l'impression. Je ne vous le fais pas dire. Et je vais dire que cette situation, jointe à la division, ont constitué en réalité les péchés originaux, indélébiles, qui ont marqué nos indépendances et qui ont expliqué la suite de beaucoup des événements que nos peuples ont vécus. La suite, déjà, on peut dire que déjà les pays, en tant que pays, pris de façon individuelle, n'étaient pas préparés. Ça a conduit à ce qu'on a connu presque tout le temps, c'était les coups d'État, on ne s'entendait pas, à part peut-être le Sénégal qui est resté sans coup d'État. Presque tous les autres pays ont eu des coups d'État, ils ne se sont pas entendus. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Oui, il faut comprendre que les États n'étaient pas viables. Regardez le Dahomey, regardez le Togo. C'est vraiment de petits États. Même si le 1er août 1960, la liesse était populaire parce que justement le peuple dahoméen, le peuple béninois voulait effectivement l'indépendance et croyait que désormais
nous avions effectivement notre destin en main. Mais à partir de ce moment, on peut considérer qu'il y a eu 3 grands moments dans l'histoire de notre pays depuis l'indépendance du 1er août 1960 jusqu'à nos jours. Oui, il y a eu déjà la première. Il y a la première partie qui a été animée par les mêmes leaders politiques, à savoir Apiti, Ahomad-Degbe et Maga. Et ces 3 leaders se sont constamment affrontés, faisant des alliances les uns avec les autres contre les autres, et notre pays a vécu dans cette ambiance d'intrigue politique qui, naturellement, n'a pas permis véritablement de réaliser l'unité nationale, de définir un programme de politique de développement et de libération. Et cela a duré de 1960 jusqu'en 1972, avec comme parorisme le fameux gouvernement de monstres à 3 traites du Conseil présidentiel. Il faut dire qu'au regard des conditions dans lesquelles le Dahomey est devenu indépendant, je dirais que tous ces 3 leaders, chaque fois qu'ils ont été à la tête de notre pays, ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ils étaient déjà limités par ces luttes intestines et par les 2 péchés originaux que j'ai cités à l'entame de mon propos. Et ils se combattaient. Le régionalisme était là, présent, puisque le président Apiti maîtrisait pratiquement le sud du pays. Le centre était l'apanaï du président Ahomad-Degbe et le nord du président Maga. Nonobstant ces situations, ils ont pu faire ce qu'ils ont pu. Et nous avons pu bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures, dont le CNHU, le palais de la Marina, l'aéroport, le port de Cotonou. Mais je mets l'accent sur ça pour montrer que s'il n'y avait pas eu cette ambiance d'intrigue, de division, de lutte, ils auraient pu faire davantage. Justement, on avait une constitution. Pourquoi est-ce que, malgré la présence de la constitution, malgré que les lois étaient là, pourquoi il fallait quand même les contourner pour aller créer cette parodie, ce monstre à 3 têtes? Non, il y avait la constitution, mais la constitution elle-même était constamment mise à mal par les coups d'État. Les militaires intervenaient constamment dans l'arène politique parce que justement, ces 3 leaders-là se combattaient constamment. Et la conséquence, c'est que notre pays était devenu la risée en Afrique. Et on était
appelés quartiers et enfants malades de l'Afrique, à la suite de la glorieuse appellation de quartier latin de l'Afrique. Et naturellement, pendant cette période-là, il y a eu une bourgeoisie politico-bureaucratique qui s'est constituée, qui s'est installée, qui s'est enrichie, et le peuple, pour l'essentiel, a continué de croupir dans la misère qu'elle connaissait du temps de la colonisation. Il y a eu ensuite la deuxième période. C'est sur ces entrefaites qu'il y a eu un coup d'État militaire le 26 octobre 1972 et nous avons cru tous, et le monde entier avec nous, que ça allait être un énième coup d'État. Et ce coup d'État-là était dirigé par le commandant Mathieu Kérékou. Mais cette fois-ci, ce coup d'État, les dirigeants de ce coup d'État, ayant proclamé la révolution, cela a entraîné d'abord l'adhésion des populations, mais également de l'intelligentsia dahoméenne qui, depuis les universités africaines comme françaises, avec la FEANF et autres, avait toujours milité pour qu'il y ait dans nos pays des gouvernements révolutionnaires, des gouvernements qui soient véritablement issus des populations. Donc, le gouvernement militaire ayant proclamé la révolution, une bonne partie de cette intelligentsia-là s'est jointe au gouvernement, aux militaires, et c'est cela qui a donné le Parti de la Révolution populaire du Bénin, ce gouvernement-là, ce régime qui a duré d'octobre 1972 à 89. la conférence nationale, à l'avènement de la conférence nationale en 1989. En 1989. Pendant cette période, il faut dire que ce qui a le plus marqué les Béninois, c'est que c'était une période de dictature où on n'avait droit de citer que le Parti de la Révolution populaire du Bénin. C'est vrai, grâce à la contribution de cette intelligentsia révolutionnaire entre griffes, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de réformes ont été faites. Et les populations, à un moment donné, ont adhéré à cette révolution. Mais hélas, la population était contrainte aussi. Était contrainte. Mais à un moment donné, il y a eu une certaine adhésion. Ça, c'était pas... Il y avait une certaine adhésion qui s'est dégradée au fur et à mesure que la dictature s'installait et s'imposait. Au fur et à mesure où la révolution populaire du Bénin prenait le contrôle de la vie politique nationale
économique et social. Donc, les Béninois ont commencé à vivre dans la peur et la dégradation économique, la contrainte des ajustements structurels et les mouvements de protestation organisés par les syndicats et surtout le Parti communiste du Dahomey ont fini par avoir raison de ce régime qui est né le 26 octobre 1972 et qu'on a cru devoir être un énième coup d'État, mais celui-là aura duré pratiquement 17 bonnes années. Je pense, si ma mémoire et mes calculs sont bons. Cette période a été un peu stable, je pourrais dire politiquement, mais difficile pour la population. Et les répressions, quand les répressions ont commencé, c'est à ce moment-là qu'on a connu les camps de, pratiquement on pourrait un peu les appeler des camps de concentration. Oui. Il y avait Segbana, oui, le fameux camp de Segbana où carrément oui. tous les opposants étaient ramenés. Comment est-ce que ça se passait? Non, je dois dire que, et honnêtement, qu'il y a eu effectivement une période d'adhésion où la production économique a connu une certaine envolée. Mais au fur et à mesure où la révolution s'installait et que la bourgeoisie politico-bureaucratique, en prenant comme prétexte cette révolution, a assis son pouvoir dictatorial, le peuple a commencé par manifester sa désaffection par rapport au régime. Et les mouvements protestataires ont pris de l'ampleur. Et la répression s'est installée. Avec le PCO, avec Segbana, où les patriotes, les vrais patriotes, ont été simplement arrêtés, embastillés, et il y a même eu des morts. Ça a été une période extrêmement difficile pour notre pays. Mais les luttes populaires ont fini par contraindre le pouvoir en place, et notamment le président Kérékou, qui a fait preuve de discernement, a convoqué la conférence nationale. Et c'est cette conférence nationale qui a mis en place un nouveau régime. Avant cette conférence nationale, ce qui a contraint réellement le président Kérékou à demander cette conférence, c'était un peu la crise. La crise économique qui sévissait carrément. Une crise économique importante qui faisait que le pouvoir n'arrivait pratiquement plus à payer les fonctionnaires. Donc la misère s'est sérieusement installée dans les villes comme dans les campagnes. Et cette situation économique désastreuse a été intelligemment prise en compte par le Parti communiste du Dahomey, qui a assis sa dénonciation du régime, de la dictature, qui a assis sa réclamation des libertés démocratiques sur cette situation. Et je me souviens, le mot d'ordre en ce temps-là, c'était le pain et la liberté. Le pain pour le rétablissement de la situation économique, donc le paiement des salaires et autres, mais la liberté pour le rétablissement des libertés
démocratique. Donc cette situation-là est devenue intenable et il faut le dire les choses. La France aussi s'y était mêlée et a pratiquement lâché le pouvoir en place et a posé comme condition le changement de régime et la nécessité d'aller à la conférence nationale pour que tous les Béninois s'asseyent pour analyser la situation et trouver les solutions idoines pour que le peuple ait de nouveau du pain et que le peuple ait de nouveau la liberté. Je rappelle qu'à cette période, le pouvoir était pratiquement par terre parce qu'il n'y avait plus du tout le respect du pouvoir. Je me rappelle que le général Mathieu Kérékou pratiquement a été lapidé au niveau de l'église Saint-Michel. Oui, tout à fait. Au niveau de l'église Saint-Michel. Donc tout à fait. Il n'a pas voulu réagir aussi. Le peuple ne se reconnaissait plus du tout en ce pouvoir. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça a été un temps fort de cette période où le général lapidé a dû se réfugier à l'église. Mais il faut lui reconnaître la sagesse de n'avoir pas autorisé la riposte militaire qui était là et qui était présente et qui avait pratiquement la main sur la gâchette. Donc, cette première attitude est celle qu'il aura au cours de la conférence ont été les éléments qui ont fait qu'il a de nouveau trouvé grâce aux yeux du peuple béninois, ce qui lui a permis de revenir aux affaires et de diriger le pays de nouveau pendant 10 ans. Là, c'est la troisième période. On rentre comme ça dans la période du renouveau démocratique oui. Où la liberté est revenue, les partis politiques se sont multipliés et il y a eu des élections démocratiques où le président Mathieu Kérékou a été battu. Le président Soglo Nicéphore a pris la tête du pays et il y a eu une nouvelle assemblée. Et il faut dire que depuis lors, les Béninois, même si le panier de la ménagère n'était pas toujours garni, avaient quand même la consolation d'avoir effectivement la liberté, de vivre les libertés d'expression, d'association et d'organisation et politique. C'est la période du multipartisme. Du multipartisme. Et cela a permis l'alternance, d'abord avec le retour du général, et l'alternance avec la venue du président Boni Yahi et l'alternance avec la venue du président Patrice Talon. Donc c'est cette période-là qui court depuis 1989 à nos jours. Et cette période-là, à mon avis, mérite aujourd'hui, au regard des événements, d'être scindée en deux. C'est-à-dire ce qui s'est passé depuis la conférence nationale jusqu'à la fin du pouvoir du président Yahi Boni, où effectivement le pays a connu un certain développement économique, même si, là encore, le peuple est resté sur sa faim, mais il y avait quand même un certain développement économique. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo a
rétabli effectivement les grands éléments macro et économiques, a construit des routes, a rétabli la démocratie, a payé régulièrement les salaires. Et cela, le président Kérékou, en gagnant les élections, s'est résolument mis dans la peau du démocrate. Il a respecté les libertés. Donc, Kaya, le pays a continué à se développer. Le président Yahi Boni est venu et grâce à sa connaissance du milieu économique, a pu effectivement asseoir encore le développement qui était initié depuis la conférence nationale. Là aussi, nous avons vu le pays se transformer, les routes ont été construites, et la démocratie, même si de temps en temps elle a connu quelques soucis, s'est installée et consolidée et a permis la magnifique passation de charges que nous avons connue entre le président Yahi Boni et le président Patrice Talon. Avant qu'on ne parle de cette période, on va parler un peu de juste l'après-conférence nationale. Il y a eu la période où le président Soglo était Premier ministre et il devait organiser les élections. Bon, normalement, il ne devait pas se présenter aux élections, c'est ce qui était entendu au niveau de la conférence nationale. Il ne devait pas se présenter aux élections présidentielles. Celui qui devait être Premier ministre ne devait pas pouvoir se présenter. Ça, je peux vous dire que c'est peut-être les non-dits de la conférence nationale. Mais nulle part dans les actes officiels de la conférence nationale, je n'ai lu cette clause. Ça a pu être les non-dits de la conférence nationale au sein des leaders politiques. Mais moi-même, j'ai pris part à la conférence nationale. J'étais délégué de l'association de développement de Tangueta. Et je puis vous dire qu'à aucun moment, ni verbalement, ni dans les écrits, il n'a été dit que le Premier ministre ne devrait pas faire œuvre de candidature. Le président Soglo a commencé par travailler, on l'appelait pratiquement le maçon. Hercule, le maçon, est déjà l'emblème du parti RB qu'il dirigeait, était pratiquement fait des briques en construction pour le Bénin. Bon, effectivement, les dernières années du PRPB ont été des années de grandes catastrophes pour le pays. Sur le plan économique, le pays était par terre. Donc, le président Soglo a pu effectivement, en l'espace de 6 ans, relever le pays, remis l'économie sur les rails et rétabli les libertés démocratiques. Donc, c'est un pays de nouveau sur pied qu'il a légué au président Mathieu Kérékou, qui a continué dans cette lancée, et le président Yahi Boni a consolidé et parachevé tout ça et remis un pays vraiment économiquement stable et où l'état de droit était respecté, la démocratie était là, les droits de la personne humaine étaient respectés, toutes choses qui ont permis à ce que le président Patrice Talon puisse revenir de son exil
pour compétir, gagner les élections organisées par le pouvoir en place. Oui. Voilà. Le président Soglo était pratiquement un peu, comme le dirait, un incompris, je pourrais dire. Parce que vers la fin de son mandat, c'est vrai qu'il a rempli, il voulait faire le second mandat, mais il n'a pas du tout été compris. Et je me rappelle la fameuse phrase qui circulait, Ewa Emiadoua, pavé Emiadoua, qui circulait. Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait déjà un problème de communication? Je crois que le président Soglo a dû demander un minimum de sacrifice au pays pour pouvoir construire. Donc, là aussi, il a mis l'accent sur la reconstruction économique du pays et sans forcément prendre en compte, est-ce que je vais dire le social? Bon, peut-être ça, mais surtout sans prendre en compte les divisions qu'il y avait au niveau du pays, le nord, le sud et le centre, sans également prendre en compte la forte implantation du PRPB pendant 17 ans. Donc, au moment des élections, de la campagne électorale, cette forte implantation du PRPB a ressurgi et a pratiquement drainé les voix en direction du président Kérékou. Bon, sans compter qu'il y a eu quelques petits problèmes de gestion humaine. Voilà. Sinon, je crois que l'histoire l'a retenu. Aujourd'hui, personne ne dit plus et c'est le pavé qu'on va manger. C'est le pavé qui s'est généralisé dans le pays, donnant raison au président Soglo. Non, le président Soglo a été un bâtisseur. Et le président Kérékou a été un rassembleur. Et quelqu'un qui a construit l'unité nationale. Et le président Yahi, ayant été à l'école des deux, a combiné les deux, a été un bâtisseur, mais a été également un champion de la construction de l'unité nationale. C'est vrai qu'on a, en 10 ans de règne du président Yahi Boni, on a connu beaucoup de constructions, on a beaucoup connu une avancée pratiquement spectaculaire. On le voyait partout, il bougeait presque tout le temps, on le voyait sur tous les fronts. Et vous l'avez côtoyé un peu. Comment est-ce qu'il arrivait à gérer ça? Donc il était animé d'un amour patriotique très fort. Et dans son patriotisme, il avait le souci des conditions de vie et de travail des populations. Le président Yahi Boni est un amoureux du peuple béninois. Et c'est cet amour-là qui déculpait en lui son énergie, sa volonté et sa capacité de se sacrifier pour le peuple béninois. Il avait un patriotisme très fort. Et pas seulement un patriotisme, mais un amour pour le peuple très fort, qui faisait que... Il a été élu à pratiquement près de 70%. Non, mais il n'y a qu'à voir encore aujourd'hui. N'en déplaise à qui que ce soit. L'homme le plus populaire, le plus aimé, le plus adulé dans notre pays
C'est le président Yahya Bouni. Si les gens en doutent, ils n'ont qu'à faire un sondage véritable et transparent. Donc, moi je crois qu'il a apporté sa contribution. Et on a beaucoup espéré aussi que le président Patrice Talon, qui a quand même bâti un empire économique avec le coton, on a espéré, et le peuple a espéré qu'il allait pouvoir transposer ses qualités d'entrepreneur dans la vie politique, dans la construction de notre pays. On rentre de plein pied un peu dans la deuxième partie de cette période. L'espoir a été vraiment grand. Mais malheureusement, cette période-là, la période actuelle est une période de grande inquiétude. De grande inquiétude. Où les Béninois se posent vraiment des questions. Est-ce que notre démocratie va revivre un jour? Est-ce que nous allons de nouveau, un jour vivre de nouveau dans ce Bénin où chacun avait la liberté d'expression? Chacun avait la liberté de critiquer pour apporter sa contribution, où les partis politiques pouvaient s'exprimer. Les Béninois se demandent avec grande inquiétude si nous pouvons encore un jour vivre dans un tel Bénin. Sur le plan économique, les Béninois se posent aussi des questions. De quoi demain sera fait? Et toutes ces inquiétudes, franchement, se sont transformées en désarroi avec ce que nous avons vécu dans notre pays cette année 2019 et qui a été préparée depuis 2018 par des lois qui ont été prises et qui sont aujourd'hui un carcan dans lequel le peuple béninois est moulé. De 1960 à 1970, les Béninois étaient appelés enfants malades de l'Afrique. Et nous marchions dans les capitales africaines, l'échine courbée. Mais avec la conférence nationale, nous avons redressé l'échine et nous marchions avec assurance. Mais aujourd'hui de nouveau, avec ce qui arrive à notre pays, où en l'espace de quelques mois, il y a eu des élections exclusives où l'opposition a été exclue, ce qui n'a jamais été vu dans notre pays, et lesquelles élections ont été suivies de la séquestration pendant 52 jours d'un ancien chef d'État qui a pacifiquement, convivialement passé le témoin, où des Béninois sont tombés sous des balles. Les 1er et 2 mai, où des Béninois ont affronté leur armée à Tchaourou et à Savè, occasionnant des morts de part et d'autre. Notre peuple vit aujourd'hui dans le désarroi,
caractérisé par ses fils qui sont en exil, caractérisé par ses fils qui sont dans les prisons, caractérisé par ses fils qui sont dans la clandestinité, et par nous qui sommes là et qui ne savons pas à quel sein nous allons nous vouer. Du jour au lendemain, la liberté dont nous jouons est essentiellement éphémère. Donc, de nouveau, nous avons commencé à raser les murs dans les capitales africaines. La situation de 1960 à 1970, nous commençons de nouveau à la vivre, combinée cette fois-ci à la dictature que nous avons vécue sous le PRPB. L'un dans l'autre, ça fait qu'aujourd'hui, le peuple béninois vit dans le désarroi. Pour autant, tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir. Après la pluie, il y a le beau temps. La crucifixion de notre Seigneur a été un moment qui a été douloureusement vécu. Mais la résurrection qui a suivi a été un moment d'espérance. Les Béninois continuent d'espérer que l'espérance viendra et que les forces politiques pourront conjuguer leurs efforts pour que les moments douloureux que nous sommes en train de vivre puissent se transformer en résurrection. Et les Béninois ont mis beaucoup d'espoir dans ce qu'on a appelé la main tendue du président de la République. Mais leur déception a été grande lorsqu'il a carrément signifié que pour lui, ce dialogue, cette main tendue-là, se résumait à corriger les deux lois, la charte des partis, la loi électorale, qui ont conduit à l'exclusion de l'opposition. Pour les élections législatives. Il n'est pas tard que le président puisse comprendre la nécessité, comme le président Kérékou l'avait fait, de réunir les fils et filles du pays autour d'une table pour discuter franchement et aborder même les questions qui fâchent. C'est-à-dire, comment l'opposition a pu être exclue des législatives. Comment corriger ça? Revenir à des élections inclusives. Il y a des exilés, semble-t-il, on dit qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas de détenus politiques. Mais ça me rappelle la période du PRPB, où effectivement, les patrons du PRPB disaient qu'il n'y avait pas de détenus politiques, qu'il n'y avait pas d'exilés. Mais le président Mathieu Kérékou a analysé froidement la situation, a pris ses responsabilités et a dit oui, il y a des détenus politiques. Oui, à Segbana, au camp Séro-Kwera, il y a des exilés politiques. Et il a pris une loi d'amnistie qui a permis à tous ceux-là de revenir. On s'est assis. On a abordé toutes les questions, et même celles qui fâchent. Et le génie béninois a fonctionné, ce qui a donné naissance à la conférence nationale, au régime du renouveau démocratique. Dans tous les cas, le peuple béninois est un grand peuple et il saura apporter les réponses nécessaires pour que notre pays ne sombre pas, pour que certains des fils de ses fils et ses filles ne continuent à errer
à l'extérieur, pour que ses fils et ses filles ne soient privés de leur liberté. Il saura comment faire pour que la concorde et l'unité nationale puissent prévaloir sur tout. Et je pense que le patriotisme doit pouvoir prévaloir à tous les niveaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alassane Tigri. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Chers amis de Afrique Chrono TV, c'est sur ces notes, c'est sur ces paroles d'espoir que nous mettons fin à notre entretien avec l'ancien ministre Alassane Tigri que nous avons reçu, qui nous a plutôt reçus chez lui. Merci à vous et à bientôt.